La prochaine candidate que je vous présente est titulaire d'une maîtrise d'essai en politique, d'un baccalauréat en sciences sociales, d'études doctorales en psychanalyse clinique et également d'une maîtrise en sciences sociales et religieuses. Elle a occupé des postes de conseillère municipale à la ville de Granby, adjointe de député de François Bonnardel dans la circonscription auprès de l'ADQ, travaillé à titre de conseillère politique au sein de l'Union nationale à l'Assemblée nationale et a surtout effectué les fonctions d'artiste multidisciplinaire, l'artiste peintre. Lise Desgreniers, bonjour. Bonjour. Bien, avant de débuter cette entrevue, je tiens à vous rappeler la structure de l'entrevue. Donc, 3 questions permettant votre présentation, 3 autres questions parlant principalement de la circonscription Laurier-Sainte-Marie, et finalement 4 questions portant principalement sur les enjeux pan-canadiens. Donc, nous y allons. Ce que j'aimerais savoir pour le premier bloc, quelles sont vos forces, vos capacités personnelles qui vous prédestinent à être un candidat adéquat pour la circonscription Laurier-Sainte-Marie? J'ai l'expérience de travail sur le terrain parce que j'ai travaillé dans la circonscription de Granby pour M. Bonnardel. J'ai aussi l'expérience en milieu parlementaire parce que j'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale comme conseillère politique. Donc, c'est certain que là, c'est au fédéral, c'est la Chambre des communes, mais il reste que cette expérience-là est quand même là. L'autre chose aussi, c'est que de ma personnalité, je suis très, très persévérante. Ce n'est pas... je sais qu'il y a des dossiers qui prennent du temps avant des rendre à terme, et puis je suis capable de le faire. Ça, je suis capable de le faire. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième question. Pourriez-vous m'énumérer 3 réalisations personnelles qui, selon vous, démontrent votre intérêt envers la population générale, mais également votre engagement envers le parti politique que vous représentez? J'ai un caractère qui est très, très persévérant. C'est pas le temps que ça prend qui va m'empêcher de continuer. Parce que je sais qu'il y a des dossiers, des fois, qui sont très longs, qui sont très complexes. Et puis, je suis capable de les rendre à terme. Je l'ai fait quand j'étais conseillère municipale, puis je suis capable de le faire encore pour la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Une des situations qui nuit beaucoup à Laurier-Sainte-Marie, c'est les Airbnb, qui font automatiquement une crise du logement, étant donné que c'est une offre. Hein? Airbnb, c'est la plus grosse hôtel au monde qui n'a pas d'hôtel. Donc, pas de bâtisse. Ils sont vraiment partout. Et puis, c'est une économie qui est vraiment comme ciblée pour le propriétaire. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de faire plus d'accès au logement à prix abordable, premièrement, pour que les gens puissent se loger dans des logements. Le Parti conservateur a aussi un programme au niveau de la rénovation des logements de façon écologique. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, si les propriétaires veulent profiter de la rénovation, autant pour eux que pour leurs locataires, ça va être disponible. L'autre chose aussi qui est important, c'est le patrimoine bâti, parce qu'on parle de rénovation, il y a des maisons qui sont tout à fait extraordinaires dans la circonscription. Donc, ce patrimoine bâti-là doit être reconnu comme tel et doit être protégé aussi, parce que c'est ce qui donne le caractère architectural de la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Et la circonscription Laurier-Sainte-Marie, c'est une circonscription où il y a beaucoup de tourisme. Donc, il faut être capable de faire une offre, autre peut-être que Airbnb, mais une offre au niveau de la distraction touristique et puis aussi au niveau des activités. Et puis, il faut être capable d'être autonome au niveau de notre économie. Il faut être capable d'interagir avec les autres acteurs au niveau de l'économie dans notre circonscription. Parfait. Je vous dirais que vous répondez même davantage à la dernière question que j'allais vous poser. Ah, OK, excuse-moi. Non, je vous en prie. Dans le fond, vous précédez, je vous dirais. Mais simplement, si on revient à la première, 3 réalisations que vous avez concrètement effectuées, peut-être ailleurs ou aussi pour la circonscription, mais quelque part qui vous mettent en lien avec les gens.
J'ai été conseillère municipale à la ville de Granby, donc, et puis j'ai travaillé dans des bureaux de circonscription, puis j'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale. Donc, je connais le travail politique, qu'est-ce que c'est. En partant, ça me donne un pas d'avance sur d'autres qui n'ont pas travaillé au niveau du terrain comme ça, là. Puis, ma force, c'est la persévérance, mais c'est aussi le fait que je me suis toujours intéressée à l'être humain, toujours intéressée à ce qu'il dit, toujours vouloir écouter, puis écouter le son de sa voix autant que son non-verbal pour être capable de comprendre. Et puis, je pense que les gens de Laurier-Sainte-Marie ont besoin de quelqu'un qui est capable d'écouter pour être capable aussi d'avoir la persévérance de répondre à ce qu'ils désirent. Parfait. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière question, si vous me permettez. Selon vous, quelles sont les caractéristiques, les enjeux qui caractérisent la circonscription de Laurier-Sainte-Marie? Il y a beaucoup d'enjeux qui caractérisent cette circonscription. Premièrement, c'est un milieu qui est francophone en majorité. Et puis, c'est un milieu aussi qui est quand même assez scolarisé. Mais on peut parler de disparité économique. On va de la pauvreté à un niveau social assez élevé. On parle aussi de sécurité alimentaire. On parle aussi de logement, de demande de logement versus Airbnb qui est toute une entreprise. C'est la plus grosse hôtel sans bâtiment, là. C'est un hôtel mondial qui n'a pas d'hôtel, finalement, cette formule-là. Ce qui fait un problème au niveau du logement. L'autre chose aussi, c'est ce qui me tient aussi à cœur, c'est au niveau culturel, c'est le patrimoine bâti puis le patrimoine végétal. Donc, le Parti conservateur veut établir un programme d'éco-rénovation, des subventions pour ceux qui veulent rénover les logements de leurs locataires ou encore rénover leur logement à eux, des propriétaires. Et puis, je trouve ça très important parce que la première place où tu vis, c'est dans ta maison. Donc, même s'il y a de l'itinérance un peu dans le quartier, là, je nie pas ça, mais il reste que pour la rénovation, c'est très bien, mais toujours en respectant le patrimoine bâti parce qu'il y a des maisons qui sont tout à fait exceptionnelles, là. Donc, il y a ça aussi. Et puis, au niveau du patrimoine végétal, mais c'est un peu d'agrandir notre patrimoine végétal, de trouver des solutions pour être capable d'avoir plus d'espace vert, parce qu'il y en a des solutions. Il faut être créatif, je le concède, mais je suis capable de l'être. Parfait. Et merci beaucoup. Donc, ça conclut notre troisième volet à ce moment-ci. Maintenant, nous allons plutôt correspondre au deuxième volet, qui se retrouve les enjeux de la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Donc, c'est-à-dire les enjeux que nous allons soulever, les mesures contre la pauvreté locale, l'aide aux commerçants détaillants, également l'accès aux berges du Saint-Laurent. Donc, d'abord, lors du dernier recensement effectué par Statistique Canada en 2016, le pourcentage de gens possédant un revenu de moins de 20 000 par année dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie est supérieur à 37 %, tandis que le même pourcentage se situe environ à 30 % pour le reste du Canada. Rappelons que le salaire minimum au Québec correspond à environ 26 000 par année avant impôt. Quelles sont les mesures que vous aimeriez mettre en place à titre de député? En partant, j'aimerais dire que le Parti conservateur veut faire des baisses d'impôts, veut aussi enlever la TPS sur les frais de chauffage, et puis avoir des prestations de maternité libres d'impôts. Il y a plusieurs mesures comme ça qui vont aider les familles. Donc, ça, c'est déjà bien. Il y a beaucoup d'organismes sociaux communautaires dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Puis, ces organismes-là travaillent très fort. Ils ont besoin de soutien. Je suis prête à leur donner mon soutien, autant que faire se peut. Je suis prête aussi. Ce que je trouve qui serait intéressant, ça serait d'être capable de créer un système d'économie sociale où est-ce que les gens qui ont moins d'argent pourraient profiter des services.
Donc, ça, je l'ai vraiment à cœur, le système d'économie sociale. C'est avec les organismes qui sont déjà là, que je suis capable de faire ça. Quand même. Et compte tenu d'un taux important du faible revenu, compte tenu, selon les mêmes statistiques parues en 2016, que la moyenne des transferts gouvernementaux, qui inclut le régime de pension du Canada, l'assurance emploi, l'assistance sociale, de la circonscription, était inférieure à 25 de la moyenne pan-canadienne. Pour vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Ça me surprend que ce soit... ça a été calculé comment pour que ce soit inférieur? Je vous dirais, c'est selon les statistiques. Je ne pourrais pas vous dire à ce moment-là que les méthodes de calcul Oui, sont c'est faites, ça. mais selon per capita, à ce moment-là, c'est de 25 inférieur. Je ne suis pas capable de te dire pourquoi, parce que je ne sais pas c'était quoi dans le budget à ce moment-là. Là. Mais ça me surprend, puis j'aime pas ça. C'est quand même... habituellement, le Québec reçoit plus de péréquations. Donc, j'ai de la misère à comprendre. Parfait. Mais ce qui conclut notre première question. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Aide aux commerçants et détaillants. C'est-à-dire, une des particularités les plus notables de la circonscription Laurier-Sainte-Marie est la concentration de la majorité des grandes artères commerciales. Dans le fond, selon l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, on en compte 6 sur 17, ce qui est quand même pratiquement une majorité. Donc, le tiers du moins, mais pratiquement une majorité pour certains points. Pourtant, selon les données recensées en 2016, plus d'un local sur 4 est vacant présentement, est inoccupé, et selon plusieurs spécialistes, on attribue à ce moment-là à la montée du commerce en ligne, qui est passé de 28 en 2013 à 40 en 2018, mais également à l'augmentation du loyer stimulé par la montée des prix de l'ensemble des maisons au Canada. À titre de député ou de futur député, quelles mesures vous aimeriez adopter pour contrer cette situation? Oui, effectivement, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des espaces libres. Et c'est pas très bon pour le tourisme parce que Laurier-Sainte-Marie, c'est une circonscription où il y a beaucoup de tourisme. Donc, c'est certain que les petites entreprises doivent avoir plus de subventions pour être capables. Et puis aussi, comme il faut travailler avec le provincial et puis le municipal pour essayer de régler le problème au niveau des coûts des loyers pour les entreprises. Parce que c'est certain que les taxes des bâtiments sont municipales. Donc, et puis aussi la hausse du taux d'évaluation, c'est aussi municipal. Donc, il faut essayer de travailler avec eux autres. Puis avec le provincial aussi. Parfait. Compte tenu que Montréal connaît un nombre de chantiers importants sur ses grandes voies de circulation et que ceux-ci affectent, dans le fond, directement les commerces situés aux abords, considérez-vous qu'il serait souhaitable que le gouvernement du Canada retranche une partie des aides financières aux infrastructures routières que l'on donne aux municipalités, et à ce moment-là, à la Ville de Montréal, afin qu'elle donne directement aux commerçants comme dédommagement des contre-coups qu'ils subissent? C'est des ententes à prendre avec le ministre. C'est sûr que c'est une bonne idée, là, mais oui, je comprends que quand la rue est fermée, bien, il faut la réparer, la rue, hein? Il faut les faire, les infrastructures. On n'a pas le choix, là. C'est, au niveau de l'écologie, il faut les faire en partant, là, parce que quand ça fuit, c'est pas bon pour la terre, là, puis c'est pas bon pour l'eau, puis la nappe phréatique. Et puis, il y a beaucoup dans toutes les villes, il y a des tuyaux qui fuient. Donc, c'est certain que avoir un dédommagement pour les petites entreprises, ça serait l'idéal, mais je ne sais pas sous quelle formule les donner. Il faut vraiment regarder ça, là. C'est des projets à regarder, mais à regarder avec des grosses négociations avec les autres paliers de gouvernement. Mais il y a sûrement des solutions, puis ça n'est une. Il y en a probablement d'autres aussi Mais est-ce que vous seriez en faveur d'aider les commerçants? directement? Oui, c'est sûr qu'on peut les aider,
Mais le Parti conservateur a déjà des programmes pour aider les petites entreprises parce qu'on est conscient des difficultés qu'ils ont. Parfait. Donc, nous allons passer à la dernière question, si vous me permettez. Oui. L'accès aux berges du Saint-Laurent. C'est en 1994 que le plan SLV 2000 pour Saint-Laurent Vision 2000 voyait le jour, renouvelé pour une 5e phase consécutive en 2011, sous un nom Plan Saint-Laurent et un développement durable. Celui-ci a pour but d'assurer la préservation de la biodiversité, de permettre sa mise en valeur à travers l'ensemble du Québec, notamment de la qualité de son eau et de régir ses usages. Bien que le gouvernement du Canada soit consignataire de ce plan SLV 2000 depuis 1994 et qui reconnaisse à ce moment-là l'importance et l'impact de l'accessibilité ou de la non-accessibilité à ce moment-là aux abords du fleuve. Pour les citoyens? Pour les citoyens. À ce moment-ci, il y a peu ou pas d'actions qui ont été entreprises jusqu'à présent. Quelles mesures vous aimeriez mettre en place à titre de député pour permettre un meilleur accès au fleuve Saint-Laurent? C'est assez problématique, là, dans le sens que la voie maritime, c'est le Saint-Laurent. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau économique qui est là. Mais reste que les berges sont rongées par les... quand le bateau passe, là, ça fait des vagues et puis les berges se trouvent à être rongées puis détruites. Ça a un impact sur la faune et puis ça a un impact aussi sur la végétation. Dépendamment d'où le bateau arrive, il peut traîner de quoi avec lui. Fait que ça a un impact sur, si on peut dire, la migration de la faune aussi. Qu'est-ce qui a un impact sur l'eau aussi? C'est les déversements. Donc, ça, c'est directement faire affaire avec les municipalités pour que ça cesse. Parce que c'est quand même important, là. Mais en même temps, est-ce que vous avez un plan pour favoriser justement l'accès aux résidents au fleuve Saint-Laurent? Bien, oui, on a un plan vert, là, mais l'accès aux résidents, il faut premièrement que les berges soient là. Faudrait quasiment les reconstruire. Pour le transport maritime, c'est le transport maritime qui crée un problème là, en partant. Mais on ne peut pas vraiment l'arrêter parce que il y a toute une économie qui tomberait à l'eau, c'est le cas de le dire. Mais reste qu'on peut essayer de le normer mieux pour que finalement qu'on puisse reconstruire les berges avec le gouvernement du Québec et puis avec les municipalités aussi qui sont concernées. C'est des projets d'urbanisme, si on peut dire ça comme ça, qui permettent de reconstruire les berges. Parfait. Pardon. Donc, si j'interviens à ce moment-là, seriez-vous prêt à prolonger cette mesure plus loin? Donc, c'est-à-dire que les berges, à ce moment-là, du fleuve Saint-Laurent, soient à ce moment-là étendues, si vous me permettez, davantage plus loin que l'avenue de Lorigny et plus loin à ce moment que l'entrecroisement de la voie ferrée du Canadien Pacifique sur la rue de Notre-Dame. Je ne suis pas capable de répondre à ta question parce que je ne connais pas assez l'étendue possible des faire. Je ne veux pas non plus que s'il y a des riverains ou des entreprises qui soient lésées par ça ou que le coût de construction soit de rénovation, je ne sais pas, de restructuration, d'aménagement des berges soit Parfait. mirobolant. Là, plus. C'est tout le temps que nous avions pour cette première partie, OK. Je vous dirais. Donc, maintenant, nous allons passer sur les enjeux de la politique canadienne. Donc, nous allons parler de l'encadrement des pratiques provenant de géants du Web et protection des données personnelles. Nous allons parler d'économie et échanges internationaux. Nous allons parler également de positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21 portant sur la laïcité de l'État. Et finalement, nous allons parler d'environnement. Donc, tout d'abord, encadrement des pratiques provenant des géants du Web et protection de données personnelles. Depuis quelques années, différents sujets portant sur les dérives du Web retiennent l'attention des médias. On pense différentes entités russes et extérieures qui ont interféré dans l'élection présidentielle américaine en 2016, ou même le vol d'identité numérique
et à ce moment-là, qui ont affecté plus de 3 millions de membres à la Caisse des Jardins. Conséquemment, quelles mesures d'encadrement seriez-vous prêt, à titre de membre du Parti conservateur, à mettre sur pied à ce moment-là pour encadrer ce type de problème, ou du moins proscrire? Une des problématiques en ce qui concerne le vol d'identité qu'il y a eu à la Caisse des Jardins et puis aussi à Capital One, une des problématiques, ça a été, je pense que c'est pour la Caisse des Jardins, que c'était quelqu'un de l'intérieur qui a vendu les données. Donc, je pense que l'enquête ou la surveillance des gens ou la surveillance de leur poste de travail doit être rigoureusement augmentée, là, hein? Et vraiment, là. Ça arrive des fois que le vol d'identité se fait de l'extérieur par du piratage extérieur. Et puis, à ce moment-là, c'est certain que ça prend une enquête pour être capable de vraiment bien comprendre comment le vol d'identité se produit. Il y a justement, le 4 octobre prochain, j'ai une amie qui lance son étude sur le vol d'identité. C'est une longue étude qui a été faite, et puis vous savez, le Web grandit plus vite que nos connaissances pour le contrer. Et puis, je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, ceux qui peuvent plus nous aider, c'est les pirates eux-mêmes pour nous dire comment prévenir ça. Actuellement, il faut mettre des règles plus sévères. Puis pour mettre des règles plus sévères, bien, est-ce que les règles plus sévères qu'on va établir vont être déjà périmées quand on va les mettre, là? C'est ma question. Je comprends. C'est dans ce sens-là, là. Parfait. Maintenant, si vous me permettez, face à une polarisation des différentes opinions provenant d'extrême droite, autant d'extrême gauche sur les médias sociaux, seriez-vous prêt également à encadrer et légiférer les échanges sur Internet? Les échanges sur Internet? Oui, des échanges sur les médias sociaux à ce moment-là, ou sur différents portails. Bien, il y a une question de liberté d'expression, là, qui... c'est sûr qu'on ne peut pas être haineux, parce que ça, c'est illégal, mais il y a une question de liberté d'expression, de liberté religieuse, liberté de pensée, liberté politique, dans ça, là. Donc, on peut pas tout légiférer. C'est certain que, bon, Facebook, suite à de malheureux événements, va resserrer ses règles, là. Mais oui, on peut légiférer, mais on ne peut pas tout légiférer. Parfait. Bien, parfait. Ça répond à la première question. Maintenant, nous allons tomber à la deuxième question, économie et échanges internationaux. Selon les données recueillies auprès de Statistique Canada en 2016, ce sont plus de 673 milliards de dollars de biens qui se sont échangés entre les États-Unis et le Canada. Bien que ça a été profitable à ce moment-là pour les deux pays, autant Canada et États-Unis, la renégociation de l'ALENA, de l'accord de libre-échange américain par le président Donald Trump, a démontré une certaine vulnérabilité de notre économie envers l'économie américaine. Dans un contexte où la politique est relativement instable aux États-Unis, dans un contexte où certaines entités prédisent une récession avant la prochaine élection présidentielle de 2020, quelles mesures vous seriez prête à accorder, dans le fond, à votre parti pour contrer cet effet néfaste qu'il pourrait y avoir? C'est certain qu'idéalement, il faudrait faire une renégociation, mais parce que les producteurs de lait, entre autres, sont vraiment dans une situation difficile, là. Les négociations qui ont été faites au mieux que le Parti libéral pouvait faire. Moi, je suis convaincue que le Parti conservateur est capable de faire mieux. Je suis vraiment convaincue parce que le Parti conservateur, c'est un parti qui se tient beaucoup debout. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. On a un projet en ce qui concerne justement les négociations avec les États-Unis, mais actuellement, on parle que le président Trump va être...
Alors, c'est quoi le mot là, quand on le Réélu? met sous enquête? Là? Ah, OK, sous investigation. Oui, c'est Destitution ça. possible. à ce Décision possible Oui. du président Trump, ce qui, selon mon opinion, réglerait peut-être un peu le problème qu'on pourrait revenir justement sur cette négociation-là, étant donné que ça a été fait avec lui. Peut-être qu'un nouveau président serait plus ouvert. Donc, c'est ça. Parfait. Et il y a aussi, à ce moment-là, nous avons également des difficultés avec le deuxième importateur, on pourrait dire en règle. Il s'agit de la Chine. Et est-ce que vous croyez que votre parti politique sera en faveur de faire fi du mandat d'extradition américain et de relâcher la directrice financière de la firme Huawei Technologies, Wan Zhumeng, ceci afin de normaliser nos relations économiques avec la Chine? Moi. Le Parti conservateur ne reconnaît pas la Chine comme un État de droit, ce qui signifie que on est un peu, prudent face à nos interactions avec. D'une part, on ne peut pas envoyer quelqu'un, même si la situation est très complexe par rapport à cette femme-là, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'état de droit, là, parce que ça peut être terrible. D'autre part, comment on peut faire pour régler les problèmes? On a déjà des problèmes avec la Chine qui, au niveau du dumping du métal, là, de l'acier, ici. On a aussi des problèmes avec la Chine en ce qui concerne le développement de l'article. Fait que c'est vraiment une situation, c'est juste la pointe de l'iceberg, là, cette détention-là. Parfait. Donc, ce qui conclut notre deuxième question du dernier volet. Maintenant, nous allons parler du positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21 portant sur la laïcité de l'État. Le 17 septembre dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, s'adressait aux différents partis politiques qui participeront à l'élection du 21 octobre. Contrairement à ses prédécesseurs, qui demandaient un meilleur partage de la péréquation, Jean Charest en 2007, ou des transferts les plus substantiels dans le domaine de la santé, Philippe Couillard en 2011, François Legault demande que le prochain gouvernement élu n'intervienne pas dans la mise en application de la loi 21 et demande plus d'autonomie quant à la délivrance de résidences permanentes. Étant donné que, selon le sondage léger paru le 15 septembre 2019, plus de 51 % des Québécois appuient l'application de la loi, et à ce moment-là, et que le Québec compte pour plus du quart des députés, 40 sur 184, qui seront élus à la Chambre des communes, quelle est la position de votre parti? La position du parti, c'est qu'on reconnaît que le Québec est une nation et on reconnaît que le gouvernement du Québec est un gouvernement qui est capable de prendre ses décisions. Donc, on n'intervient pas. Parfait. Croyez-vous que les demandes du gouvernement du Québec vis-à-vis une des plus grandes autonomies envers la délivrance de résidences permanentes devraient être données à cette province afin d'obtenir une meilleure cohésion sociale et d'assurer une correspondance linguistique plus appropriée? Mais au Canada, on est bilingue. On a deux langues qui sont deux langues officielles, le français et l'anglais. C'est sûr qu'au Québec, c'est le français qui domine encore. On ne veut pas vraiment intervenir dans la loi 21, là. Mais dans le reste du Canada, il n'y a pas de loi 21. Puis on ne peut pas traiter une province plus qu'un autre. Donc, à ce niveau-là, les choses vont rester comme ça. Parfait. Et merci. Nous allons passer maintenant à la dernière question, qui est la protection de l'environnement. C'est le 24 septembre dernier que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, annonçait que les changements climatiques entraient maintenant dans une phase irréversible. Bien que le Canada soit le troisième pays à émettre le plus de CO2 par capita, selon une étude qui a été réalisée par Damon Matthews à l'Université Concordia, et bien qu'à ce moment-ci, il est souscrit à la réduction significative de tonnes de CO2 rejetées à chaque année d'ici 2030 lors de l'accord de Paris, c'est-à-dire 30 % moins de rejets que le taux qui avait été enregistré en 2005, plusieurs experts considèrent que le Canada
ne pourra pas atteindre ses cibles. Conséquemment, selon vous et selon votre parti, quelles sont les mesures qu'on devrait mettre en place pour justement atteindre ces cibles? Le Parti conservateur veut encourager la création d'entreprises de technologie verte. C'est vraiment le but. Il veut investir 250 millions de dollars dans un fonds qui va être géré justement pour permettre aux entreprises de tourner au vert et puis aussi de réduire le taux d'imposition pour les technologies vertes au Canada. Avoir une image de marque aussi pour être capable d'exporter nos technologies vertes. C'est certain que la fonte des glaces dans l'Arctique crée un problème. Actuellement, il faut essayer aussi de, même si c'est un territoire qui nous touche vraiment en grande partie, l'Arctique, il faut avoir une présence dans l'Arctique pour être capable de se l'approprier. Parce qu'il y a aussi la Chine qui voudrait bien, même si elle ne touche pas à ça, là, ils ont du front autour de la tête et puis ils veulent s'approprier une partie de l'Arctique. Donc, c'est important d'envoyer des chercheurs, d'être présents là pour être capable c'est un peu à la Christophe Colomb, là, OK? On a les États-Unis, qui eux autres ont l'Alaska, puis aussi, ils font partie de l'Arctique. Puis il y a aussi les Premières Nations qui restent dans cette partie-là, qu'il faut... donc, il y a tout ce développement écologique-là, là, qui est très, très important pour pas qu'on perde quoi que ce soit, mais qu'on réacquiert ou qu'on acquiert complètement notre territoire canadien, à cause, c'est ça. Donc, l'Arctique est très à cœur pour le Parti conservateur. Quand j'étais sur le conseil d'administration du Musée canadien de la nature, on parlait aussi beaucoup de l'Arctique. OK. Et, oui. Parfait. Maintenant, si vous me permettez, selon un rapport paru en 2019 par le journal Nature Communication, l'exploitation des sables bitumineux produirait plus de 64 de CO2, plus qu'estimé initialement à ce moment-là, et aucune étude n'a été effectuée sur l'exploitation qui utilise un procédé à base de gaz naturel. Quelle est votre position vis-à-vis de la production d'énergie fossile provenant de l'exploitation de sables bitumineux? Mais il y a le carbon capture qui existe, qui se trouve à être une machine, si je peux dire ça comme ça, qui finalement peut compenser sur les gaz à effet de serre. Mais pourtant, ces données-là ont été prises dans les airs en avion. OK. C'est parce qu'il en faut plus avoir de ce type d'industrie-là pour être capable de nettoyer l'air. Mais il y a actuellement des procédures industrielles qui existent ici au Canada pour limiter les gaz à effet de serre. Parfait. Bien, écoutez, Mme Desgreniers, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie beaucoup d'être passée à notre émission. Eh bien, voici ce qui concluait notre émission. Dans le fond, 4 candidats que vous avez pu voir à ce moment-là, voir s'exprimer sur différents sujets qui vous touchent personnellement. Nous espérons que ces questions ont répondu à vos attentes et nous souhaitons de bonnes élections. Au nom de moi-même ainsi que mon équipe, merci d'avoir été présent.